Les vacances d'Hercule Poirot de Agatha Christie, partie 6, chapitre 4. Ah, voici l'homme que j'attendais. Entrez donc, je suis ravi de vous voir. Poirot s'assit en face du chef de la police qui lui offrit une cigarette avant d'en allumer une lui-même. Mon cher ami, dit Weston entre deux bouffées, j'ai pris une décision. Mais avant qu'elle ne devienne définitive, j'aimerais avoir votre avis. À votre service. J'ai décidé d'appeler Scotland Yard et de lui passer l'affaire. Nous avons eu quelques bonnes raisons de suspecter 2 ou 3 personnes, mais, en fin de compte, j'ai l'impression que nous sommes en présence d'une affaire qui repose tout entière sur une histoire de trafic de drogue. Il me semble incontestable que la grotte au lutin servait d'entrepôt provisoire. Aucun doute là-dessus. Et je suis à peu près certain que je connais un des trafiquants, Horace Blatt. D'accord là-dessus aussi. Je vois, dit Weston, que nos raisonnements ont suivi des voies parallèles. Blatt s'en va souvent en mer dans son petit yacht. Il lui arrive d'inviter des gens à l'accompagner, mais en général il est seul. Il a des voiles rouges terriblement voyantes, mais nous avons découvert à son bord un rechange de voiles blanches. Je pense qu'à certains jours il se rend à un point convenu où il rencontre quelque autre bateau, à voile ou à moteur, je n'en sais rien, et que c'est là qu'on lui remet la marchandise. Il cingle alors vers la crique au lutin, s'arrangeant pour y arriver à une heure favorable. « Vous pouvez préciser, dit Poirot avec un sourire. Disons 1h30. C'est l'heure sacro-sainte du déjeuner, et à ce moment-là, toute l'Angleterre est à table. L'île est propriété privée. Aucun risque, donc, de se cogner dans des amateurs de pique-nique. Les pensionnaires de l'hôtel vont quelquefois à la crique, mais c'est généralement dans l'après-midi, quand elle est ensoleillée. Quand ils veulent déjeuner sur l'herbe, ils ne restent pas dans l'île et s'en vont sur la côte, à des milles d'ici. D'accord sur tous les points, fit Weston. Donc, Blatt accostait à la crique et déposait sa camelote sur cette espèce de rayon que nous avons vu dans la grotte. Quelqu'un de la bande venait la chercher là en temps voulu. « Vous souvenez-vous, demanda Poirot, de ce couple qui, le jour du crime, se présenta à l'hôtel pour déjeuner ? Je verrais assez bien ces gens-là dans le rôle de collecteurs. On est en pension dans la région et, de Saint-Loup ou d'ailleurs, on vient en excursion à l'île des contrebandiers. On passe à l'hôtel pour annoncer qu'on déjeunera et, auparavant, on va faire le tour de l'île. On descend à la crique, on ramasse la boîte au sandwich qu'on glisse dans le sac de la dame, par exemple, et on revient à l'hôtel pour déjeuner. On est un peu en retard sans doute. On arrive à, mettons, 2h moins 10. Mais c'est qu'on a tellement goûté la promenade, pendant que tout le monde était à table. Les choses pouvaient très bien se passer comme ça, dit Weston. Pour le reste, nous savons qu'on ne plaisante guère dans le milieu des trafiquants de drogue, que quelqu'un vienne à découvrir par hasard des choses qu'il est malsain de savoir, et son compte est bon. C'est ce qui a dû arriver à Madame Marshall. Il est possible que, ce matin-là, Blatt soit allé à la crique pour entreposer sa marchandise. Arléna arrive en périssoir, elle le voit entrer dans la grotte avec un paquet, elle l'interroge. Pour être sûr de son silence, il la tue. Après quoi, il file en bateau. Vous considérez donc Blatt comme le meurtrier ? C'est la seule hypothèse qui me donne satisfaction. Certes, il se peut qu'Arléna ait été plus tôt que je ne pense au courant des agissements de Blatt, qu'elle lui en ait parlé et que ce soit un complice qui l'ait supprimé, après avoir arrangé avec elle un rendez-vous sous un prétexte quelconque. C'est à examiner. Et c'est pourquoi je ne serais pas fâché de repasser l'affaire à mes collègues du Yard. Ils sont beaucoup mieux placés que nous pour établir les relations de Blatt avec une bande. Hercule Poirot restait silencieux. « C'est bien la sagesse, n'est-ce pas ?» demanda le chef de la police. « Peut-être, » répondit Poirot, songeur. Weston connaissait bien Poirot. « Poirot, dit-il, vous avez une idée derrière la tête. »« Et quand ce serait ?» répliqua Poirot. « Ça ne m'avance pas. Je ne puis rien prouver. »« Je sais, » reprit Weston, « que Colgate et vous avez d'autres idées sur le problème. »
Elles me paraissent fantastiques, encore que je reconnaisse qu'elles contiennent quelque chose. Seulement, auriez-vous 100 fois raison que ce serait encore une affaire pour Scotland Yard. Elle présente des ramifications trop lointaines pour que la police locale puisse la tirer au clair. Qu'en pensez-vous, Poirot ? Hercule Poirot semblait perdu dans ses pensées. Weston insistait. « Qu'est-ce qu'il faut faire ?»« Je sais, » dit lentement Poirot, « ce que j'aimerais faire. »« Quoi donc ?»« J'aimerais organiser un petit pique-nique. » Le colonel Weston ouvrit des yeux effarés. Hercule Poirot souriait. Chapitre 12 1. Un pique-nique, monsieur Poirot ? Vous n'y pensez pas. Émilie Brewster regardait Poirot comme si elle se demandait s'il n'avait pas perdu l'esprit. Il ne s'en formalisa pas et défendit son projet. « Ça vous paraît ridicule, dit-il, mais moi, je tiens l'idée pour excellente. Si nous voulons que la vie ici retrouve son cours normal, il nous faut revenir au quotidien, au banal, au classique. D'autre part, je ne serais pas fâchée de voir Dartmoor. Il fait beau, la promenade nous mettra à tous un peu de soleil dans le cœur. Alors, aidez-moi et persuadez les autres de venir. » Le projet rencontra un succès inespéré. Les hésitations tombèrent vite et nombreux furent bientôt ceux qui trouvaient que l'idée n'était pas si mauvaise. On ne pressentit pas le capitaine Marshall, qui avait annoncé son intention d'aller à Plymouth ce jour-là. M. Blatt avait donné son adhésion avec enthousiasme. Il était fermement résolu à être l'âme de cette joyeuse sortie. Émilie Brewster, les Redfern, Stephen Lane, les Gardner, qui retardaient leur départ de 24 heures pour ne pas manquer l'excursion, compléteraient le lot des voyageurs, avec Rosamond Darnley et Linda. Avec Miss Darnley, Poirot s'était montré éloquent. Il avait longuement insisté sur la nécessité d'arracher Linda à ses sombres pensées, et Rosamond s'était laissée convaincre. « Vous avez raison, » avait-elle dit. « Cette lamentable affaire a porté à la pauvre enfant un coup terrible, et elle est d'une nervosité effrayante. »« Ça se comprend fort bien, » avait répondu Poirot, « mais à son âge, on oublie vite. Décidez-la à venir. Je sais que vous le pouvez. » Le major Barry avait opposé à toutes les sollicitations un refus obstiné. Il avait les déjeuners sur l'herbe en horreur. « Je déteste trimballer des paniers, » avait-il proclamé, « et je ne m'assieds pas par terre pour manger. Parlez-moi d'une vraie table avec quelque chose dessus. » On se réunit à 10 heures autour des 3 voitures qui avaient été commandées. Bruyant et cordial, M. Blatt donnait une amusante imitation des guides pour touristes. « Par ici, mesdames et messieurs, par ici. En route pour Dartmoor. Les bruyères et les myrtilles, la féerie du Devon et le château des Forçats. Amenez vos épouses, messieurs, ou ce qui vous en tient lieu. Bienvenue à tous. Les paysages sont garantis. On part, on part. » Au dernier moment, Rosamond Darnley arriva. Elle paraissait consternée. « Linda ne vient pas, » annonça-t-elle. « Elle a un mal de tête terrible. » On protesta. « Le grand air lui ferait du bien, » dit Poirot. « Si vous retourniez la chercher. »« Inutile, » répondit la jeune femme. « Sa décision est prise et elle est au lit. Je lui ai donné un cachet d'aspirine. » Après une courte hésitation, elle ajouta. « D'ailleurs, je crois bien que je vais rester, moi aussi. »« Voilà, madame, ce que nous ne saurions tolérer !» s'écria M. Blatt, en lui prenant le bras par manière de plaisanterie. « La haute couture doit faire partie du cortège et n'a pas le droit de se dérober. Je vous arrête et je vous conduis à Dartmoor. » D'une main ferme, il l'entraîna vers la première voiture. Passant près de Poirot, elle lui décocha un regard noir. « Je vais rester avec Linda, » dit Christine Redfern. « Ça ne me dérange pas. » Patrick protesta mollement et Poirot vint à la rescousse. « Du tout, madame. Vous venez avec nous.
D'ailleurs, quand on a la migraine, la seule chose que l'on souhaite, c'est la solitude. » Christine s'inclina et les 3 voitures se mirent en route. On alla d'abord à la véritable grotte aux lutins, celle de Sheep Store, dont on eut bien du mal à découvrir l'entrée, qu'on repéra finalement grâce à une carte postale illustrée. Pour y accéder, il fallait faire par les rochers une ascension assez délicate, et Hercule Poirot se garda de l'entreprendre. Il se contenta de suivre les autres d'un œil amusé. Christine, dont son mari ne s'éloignait guère, sautait de roc en roc avec la légèreté gracieuse d'un jeune animal. Rosamond Darnley participait aux recherches, comme Emily Brewster qui, dans une glissade, faillit se tordre le pied. Stephen Lane se révélait infatigable et agile. M. Blatt, resté à mi-chemin, prodiguait à tous des encouragements chaleureux et prenait des photographies. Les Gardner et Poirot s'étaient assis tranquillement au bord de la route et Madame Gardner avait repris son interminable monologue, ponctué çà et là des indispensables « Oui, ma chérie » de M. Gardner. « J'ai toujours pensé, Monsieur Poirot, et Monsieur Gardner est de mon avis, qu'il n'y a rien de si désobligeant que les instantanés. À moins qu'ils ne soient pris entre amis, bien entendu. Ce monsieur Blatt n'a aucun tact. Il marche sur vous, il vous parle et il vous photographie. Comme je l'ai dit à monsieur Gardner, c'est un individu qui manque absolument d'éducation. C'est bien ce que je t'ai dit, n'est-ce pas, Odelle ? » ?»« Oui, ma chérie. »« Ce groupe de nous qu'il a pris l'autre jour sur la plage, c'est peut-être très gentil, mais est-ce qu'il n'aurait pas dû nous demander la permission ? Miss Brewster était justement en train de se relever. Regardez le cliché. Sa silhouette est tout simplement ridicule. « Ça, on peut le dire, » fit M. Gardner, parlant pour une fois sans en être sollicité. « Ça n'empêche pas M. Blatt de distribuer les épreuves à tout un chacun, sans demander votre autorisation, bien entendu. J'ai remarqué, M. Poirot, qu'il vous en a donné une à vous aussi. Oui, et j'y tiens beaucoup. Quant à sa conduite d'aujourd'hui, parlons-en. On n'entend que lui. Et il est d'une vulgarité. C'est bien simple. Il me lève le cœur. Vous auriez dû, monsieur Poirot, vous arranger pour le laisser à l'hôtel. »« Ah, chère madame, ça n'aurait pas été facile. »« Je le sais bien. Cet homme s'impose partout. Il n'a aucun tact, je vous dis. » Des cris de joie annoncèrent à ce moment-là la découverte de l'entrée de la grotte. La petite caravane repartit peu après pour s'arrêter, sur les indications de Poirot, en un point d'où, en descendant une colline couverte de bruyères et de genêts, on gagnait un coin ravissant au bord d'une rivière. Par une étroite passerelle de bois, on pouvait passer sur l'autre rive, où une plateforme ombreuse apparaissait comme un endroit idéal pour le déjeuner, dont l'heure approchait. Madame Gardner, l'ayant heureusement franchie, entreprenait une analyse rétrospective des sensations qu'elle venait d'éprouver quand on entendit un cri. Tout le monde était passé sans encombre, mais Emily Brewster s'était arrêtée au milieu de la passerelle, incapable d'aller plus loin. Les yeux clos, elle vacillait. Poirot et Patrick Redfern se précipitèrent et l'amenèrent sur la rive. Elle était furieuse contre elle-même. « Je vous remercie, » dit-elle, rouge de confusion. « C'est ridicule. C'est cette eau courante sous mes pieds qui m'a donné le vertige. C'est vraiment stupide. » Les provisions tirées des sacs, on mangea, et le pique-nique fut fort réussi. Aucun d'eux ne le disait, mais tous découvraient avec surprise qu'ils étaient tous heureux de cette promenade. Peut-être parce que, grâce à elle, ils s'évadaient de l'atmosphère de suspicion et de crainte dans laquelle ils vivaient depuis plusieurs jours. L'eau qui coulait avec un bruit joyeux, l'air limpide et doux, la symphonie jaune et rouge des genêts et des bruyères qui paraît le décor de couleurs vives, tout cela faisait oublier qu'il y avait de par le monde de sordides histoires de meurtres et de police. On en venait à douter de leur existence. M. Blatt lui-même en négligeait le rôle d'animateur dont il avait prétendu se charger.
Le repas terminé, il s'écarta pour faire un somme et bientôt de sonores ronflements attestaient qu'il avait sombré dans une inconscience pleine de félicité. Le soleil baissait à l'horizon quand on prit le chemin du retour. Du haut d'une colline, on entrevit un court instant l'île dominée par son hôtel tout blanc. Caressée par les feux du couchant, elle semblait reposer doucement dans la baie, calme, innocente. Madame Gardner, peu loquace pour une fois, dit à Poirot : « Vraiment, monsieur Poirot, je tiens à vous remercier. Jamais je ne me suis sentie aussi détendue, et nous avons passé une merveilleuse journée. » 2. Le major Barry était sorti pour saluer leur retour. « Alors, demanda-t-il à madame Gardner, on a eu une bonne journée ? » « Magnifique, répondit-elle. Le paysage était simplement adorable. Très anglais et plein de caractère. L'air pur et tonique. Vous devriez avoir honte, paresseux que vous êtes, de ne pas nous avoir accompagnés. »« Merci, fit-il. Aller s'asseoir dans une fondrière pour se repaître de sandwich, je suis trop vieux pour ce genre de sport. » Une femme de chambre, en qui Poirot reconnut tout de suite Gladys Narracott, sortait de l'hôtel en courant. Elle s'arrêta, pantelante, hésita un peu et se dirigea vers Christine Redfern. « Excusez-moi, madame, dit-elle, aussi vite que le lui permettait son essoufflement, mais je suis très inquiète pour la jeune demoiselle. Miss Marshall, je viens de lui monter un peu de thé et je n'ai pas pu la réveiller. Et puis, elle a l'air... Enfin, ce n'est pas normal. » Christine paraissait désemparée. Poirot, qui se trouvait à côté d'elle, la prit par le bras et dit : « Nous allons aller voir ça. » En hâte, ils grimpèrent et gagnèrent la chambre de Linda. Ils comprirent au premier coup d'œil que la femme de chambre ne s'était pas alarmée à tort. Linda était d'une pâleur mortelle et sa respiration s'entendait à peine. Poirot lui tâta le pouls. En même temps, il remarquait, sur la table de chevet, une enveloppe fermée, appuyée contre la lampe. C'était une lettre, à lui adressée. Au même moment, le capitaine Marshall entrait précipitamment dans la pièce. « Qu'est-ce qu'on me dit ? Linda est malade ? Qu'est-il arrivé ?» Christine Redfern étouffait un sanglot. « Courez chercher un médecin, » dit Poirot, s'adressant à Marshall. « Ne perdez pas une seconde. J'ai bien peur qu'il ne soit déjà trop tard. » Marshall sortit. Poirot prit la lettre et déchira l'enveloppe. Il n'y avait à l'intérieur que quelques lignes tracées d'une main malhabile d'écolière. « Je crois que c'est le seul moyen d'en sortir. Demandez à papa de me pardonner. C'est moi qui ai tué Arlena. Je croyais que ça me rendrait heureuse, mais ce n'est pas vrai. Je regrette tout. » 3. Ils étaient réunis dans le hall. Marshall, les Redfern, Rosamond Darnley et Hercule Poirot. Ils étaient assis, silencieux. Ils attendaient. La porte s'ouvrit enfin, livrant passage au docteur Nisdon. « J'ai fait tout ce que j'ai pu, dit-il. Elle peut s'en tirer, mais je dois avouer que je n'ai pas grand espoir. » Marshall, dont le visage demeurait impassible, demanda : « Comment s'est-elle procuré la drogue ?» Ses yeux bleus, durs et froids, se posaient dans ceux du médecin. Nisdon rouvrit la porte et fit un signe dans le couloir. Une femme de chambre entra. Elle avait pleuré. « Racontez-nous ce que vous savez, » ordonna Nisdon. La fille renifla et commença. « Je n'aurais jamais pensé qu'il s'agissait de quelque chose comme ça. Pourtant, la jeune demoiselle m'avait semblé drôle. » Un léger geste d'impatience du médecin l'incita à reprendre son récit. « Voilà, la jeune demoiselle était dans la chambre de madame Redfern. Elle était près du lavabo et elle tenait à la main une petite boîte. Elle a été terriblement surprise quand elle m'a vue arriver, et je l'ai été aussi, parce que, tout de même, ça me paraissait drôle que la jeune demoiselle soit allée dans votre chambre, madame, quand vous n'étiez pas là. Seulement, je me suis dit que c'était peut-être quelque chose qu'elle vous avait prêté. Alors elle a dit « C'est ça que j'étais venue chercher », et elle est sortie. Christine dit, d'une voix à peine perceptible.
mes cachets de somnifères. Le médecin se tourna vers elle d'un brusque mouvement. Comment connaissait-elle leur existence ? Je lui en avais donné un, une fois, le lendemain du crime. Elle m'avait dit qu'elle ne pouvait pas dormir. Je me souviens qu'elle m'a demandé, ce soir-là, si un cachet suffirait. J'ai répondu « Oui, certainement, c'est une drogue très puissante. » Et je lui avais bien recommandé de ne jamais aller au-delà de 2. « Elle en a pris 6, dit Nesdon. Christine essuya une larme. « C'est ma faute, j'aurais dû les mettre sous clé. » « Il est évident que c'eût été plus sage, » lança Nesdon avec un haussement d'épaules. Christine, maintenant, ne pouvait plus retenir ses larmes. Elle pleurait, désespérée. « Elle est en train de mourir, et c'est ma faute. » La voix du capitaine Marshall s'éleva, très ferme. « Non, vous n'avez rien à vous reprocher. Linda savait ce qu'elle faisait. Ces 6 cachets, elle les a pris en pleine connaissance de cause. Et peut-être que c'est mieux ainsi. » Ses yeux se baissaient sur une feuille de papier qu'il tenait à la main. La lettre que Poirot, peu auparavant, lui avait remise sans un mot. Rosamond Darnley, cependant, criait sa protestation. « Je ne crois pas ça. Je ne croirai jamais que Linda a tué Arlena. Ce n'est pas possible. Les témoignages le prouvent, d'ailleurs. » Christine ajouta. « Non, elle ne peut pas être coupable. Elle était très déprimée, et c'est son imagination qui... » La porte s'ouvrit devant le colonel Weston. « Qu'est-ce qu'on me raconte ?» dit-il du seuil. Nesdon prit la lettre de Linda dans la main de Marshall et la tendit au chef de la police qui, l'ayant lue, s'écria, incrédule. « Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça ne tient pas debout. C'est absolument impossible. » Avec assurance, il répéta. « Impossible, n'est-ce pas, Poirot ?» « J'ai malheureusement bien peur, » dit Poirot, « que ce ne soit pas impossible. » Il parlait lentement, et sa voix était triste. « Mais, monsieur Poirot, » fit Christine Redfern, « j'étais avec elle. Je suis restée avec elle jusqu'à 12:15. Je l'ai dit dans ma déposition. »« Oui, » répondit Poirot, « votre témoignage, madame, établissait son alibi. Mais sur quoi se fondait-il ? Votre témoignage ? Sur l'heure donnée par la montre-bracelet de Linda Marshall elle-même. Lorsque vous l'avez quittée, vous ne saviez qu'il était 12:15 que parce qu'elle vous l'avait dit. Vous nous avez dit vous-même que le temps vous avait semblé passer très vite. » Elle le regardait avec une certaine stupeur. « Maintenant, rappelez-vous bien, madame, reprit-il, pour rentrer à l'hôtel, avez-vous marché vite ou lentement ? Mon Dieu, assez lentement, je crois. Avez-vous remarqué quelque chose durant cette promenade de retour ? J'ai peur que non, j'étais préoccupée. Je réfléchissais. Je suis au regret de vous poser la question, mais pouvez-vous nous dire quel était l'objet de vos réflexions ? Christine rougit. J'imagine, dit-elle avec embarras, que c'est absolument nécessaire. Je me demandais si je n'allais pas partir d'ici. M'en aller sans rien dire à mon mari. J'étais tellement malheureuse à ce moment-là. Christine, cria Patrick. De sa petite voix calme, Poirot reprenait. C'est bien ça. Vous étiez absorbée dans des pensées très graves, et l'on peut dire que vous étiez indifférente à ce qui se passait autour de vous. Il est donc probable que vous êtes rentrée très lentement, peut-être même vous arrêtant de temps à autre pour réfléchir. Christine approuva de la tête et dit « Vous devinez tout, monsieur Poirot, et c'est bien ainsi que les choses se sont passées. En arrivant à l'hôtel, je me suis comme éveillée d'une sorte de rêve. Je me suis précipitée dans le hall, croyant que j'étais en retard, et c'est en voyant la pendule que je me suis rendu compte que j'avais tout mon temps. »« C'est bien ça, » fit Poirot. Il se tourna vers Marshall. « Maintenant, dit-il, il faut que je vous parle d'un certain nombre d'objets que j'ai trouvés après le meurtre dans la chambre de votre fille. J'ai ramassé dans le foyer de la cheminée une large plaque de cire fondue, des cheveux à moitié consumés,
des morceaux de carton, des bouts de papier et une petite épingle ordinaire. Le papier et le carton n'avaient peut-être pas de signification particulière, mais on ne pouvait pas en dire autant du reste. Surtout si j'ajoute que, parmi les livres de votre fille, j'ai découvert un volume, loué à la bibliothèque circulante du village et traitant de sorcellerie et de magie. Il s'ouvrait tout seul à une certaine page, au commencement d'un chapitre décrivant divers procédés d'envoûtement. On modèle dans la cire un petit personnage qui est censé représenter la victime, puis on le fait fondre lentement, ou, au choix, on lui plante une épingle à la place du cœur. On provoque ainsi la mort de la personne dont on a sacrifié l'effigie. Par la suite, j'appris de la bouche de Madame Redfern que Linda Marshall était sortie tôt le matin du crime, qu'elle avait acheté un paquet de bougies et qu'elle avait paru ennuyée, quand une circonstance imprévue avait révélé l'objet véritable de sa sortie matinale. Sachant tout cela, j'arrivai à une évidente certitude. Linda avait fabriqué une petite figurine en cire de bougies, l'avait vraisemblablement parée d'une boucle de cheveux de Madame Marshall, cela pour favoriser l'action des puissances occultes, puis lui avait transpercé le cœur avec une épingle, avant de la faire fondre sur un feu de papier et de carton. Superstition, stupidité enfantine, mais aussi désir de tuer. Était-il possible qu'il y eût plus qu'un désir ? Linda Marshall pouvait-elle avoir réellement tué sa belle-mère ? À première vue, elle avait un alibi parfait. Mais en fait, comme je l'ai montré il y a un instant, les heures nous en étaient fournies par Linda elle-même. Elle pouvait très bien avoir annoncé à Madame Redfern qu'il était 12:15, alors qu'il n'était que 11h30. Une fois Madame Redfern partie, Linda aurait fort bien pu quitter la Roche-aux-Mouettes par le sentier, traverser l'étroite bande de terre qui la sépare de la crique au lutin, descendre par l'échelle, aller vers sa belle-mère, l'étrangler et remonter par le chemin par où elle était venue avant l'arrivée de Miss Brewster et de M. Redfern. Après quoi, il ne lui restait qu'à retourner à la Roche-aux-Mouettes, à prendre son bain et à rentrer tranquillement à l'hôtel. Tout cela était possible, mais à 2 conditions. Il fallait savoir de façon certaine qu'Arlena Marshall était à la crique au lutin et, d'autre part, avoir une force physique suffisante pour l'étrangler. Sur le premier point, pas d'impossibilité. Linda pouvait très bien, en abusant du nom d'un tiers, avoir écrit un mot attirant Arlena à la crique. Pour le second, même chose. Linda a les mains grandes et solides. Elle est à un âge où l'on a tendance à manquer d'équilibre intellectuel, ce qui s'accompagne toujours d'un développement anormal des forces physiques. Enfin, sa mère a été accusée de meurtre et effectivement poursuivie. Kenneth Marshall leva le front. Il faut dire aussi qu'elle a été acquittée. Le ton était violent, presque farouche. « Elle a été acquittée », répéta Poirot. « Et j'ajouterai ceci, » poursuivit Marshall. « Ruth, ma femme, était innocente. Je le sais d'une certitude absolue. Il y a, quand on vit avec un être, des choses qui se sentent et qui ne trompent pas. Ruth a été victime d'un malheureux concours de circonstances, mais elle était innocente. Quant à Linda, elle n'a pas tué Arlena. Je ne le croirai jamais. C'est ridicule. C'est absurde. » « Vous croyez donc que cette lettre est un faux ?» Marshall reprit la lettre que lui tendait Weston. Il examina longuement l'écriture, puis, secouant la tête, dit à regret. « Non, c'est bien Linda qui a écrit cela. »« Alors, » fit Poirot, « si la lettre est de sa main, nous sommes en présence de 2 explications possibles, et de 2 seulement. Ou elle était de bonne foi, et elle l'a écrite, sachant qu'elle était la meurtrière, ou elle l'a écrite dans le dessein bien arrêté de couvrir quelqu'un dont elle craint qu'il ne soit soupçonné. »« C'est moi que vous voulez dire ?» demanda Marshall. « Vous ne croyez pas que ce soit possible ?» Marshall réfléchit et dit d'un ton très calme. « Non, cette idée-là est aussi absurde que l'autre. Il se peut que Linda se soit rendue compte que j'ai été soupçonnée au début, mais elle savait de façon certaine que j'étais hors de cause, que la police a accepté mon alibi et qu'elle a porté ailleurs son attention. »« Oui, »
répliqua Poirot. « Mais si nous supposons que ce qui la tourmentait, ce n'était pas de savoir qu'on vous soupçonnait, ou qu'on vous avait soupçonné, mais de savoir que vous étiez coupable ?» Après un moment de stupeur, Marchal ricana. « Encore une idée idiote !»« Je n'en suis pas tellement sûr, » riposta Poirot. « On peut, voyez-vous, faire plusieurs hypothèses à propos de la mort de madame Marchal. Dans la première, on suppose qu'elle était victime d'un maître chanteur, qu'elle est allée à la crique pour le retrouver et que c'est lui qui l'a tuée. Dans une autre, la grotte au lutin servait de dépôt à des trafiquants de drogue et madame Marchal serait morte pour avoir, par hasard, découvert leur secret. Une troisième hypothèse envisage la possibilité d'un crime commis par un démon, poussé par on ne sait quelle folie religieuse. Enfin, il y a une quatrième et dernière hypothèse. Par la mort de votre femme, vous deviez, capitaine Marchal, entrer en possession de beaucoup d'argent. Je viens de vous dire « je sais », et je suis d'accord avec vous là-dessus. Il est impossible que vous ayez tué votre femme si vous avez agi seul. Oui, mais si vous aviez un complice, que diable pouvez-vous vouloir dire ? L'homme avait lutté, mais son calme l'abandonnait. Sa voix menaçait. Une flamme brûlait dans ses prunelles. « Je veux dire, » répondit Poirot, « que ce crime n'a pas été commis par un seul individu, mais par deux. Il est incontestable que vous ne pouvez pas avoir tapé des lettres dans votre chambre et, dans le même temps, vous être rendu à la crique. Mais vous auriez eu tout le temps nécessaire pour écrire en sténographie les réponses à faire à votre courrier du matin et aller faire votre vilaine besogne, tandis qu'un complice tapait vos lettres pour vous, dans votre chambre. » Tourné vers Rosamond Darnley, il poursuivit. « Miss Darnley nous a dit qu'elle a quitté Roque-Soleil à 11h10 et qu'elle vous a vu ensuite tapant à la machine dans votre chambre. Or, juste à ce moment-là, M. Gardner était remonté à l'hôtel pour chercher un écheveau de laine pour sa femme. Il n'a pas rencontré Miss Darnley. Il ne l'a pas vue. C'est assez remarquable. Il apparaît ou que Miss Darnley n'a pas quitté du tout Roque-Soleil, ou qu'elle l'a quitté beaucoup plus tôt qu'elle ne dit, pour aller taper à la machine dans votre chambre. Autre chose. Vous nous avez dit que, lorsque Miss Darnley a ouvert la porte de votre chambre, à 11h15, vous l'avez vue dans la glace. Or, le jour du crime, votre machine à écrire et vos papiers étaient sur la table qui se trouve dans le coin gauche de la pièce, alors que la glace est entre les deux fenêtres. J'en conclus que vous nous avez menti, et menti sciemment. Par la suite, pour donner de la consistance à votre histoire, vous avez transporté votre machine sur la table placée devant la glace. Mais il était déjà trop tard. Je savais déjà que Miss Darnley et vous nous aviez menti. » Il se tut. À mi-voix, mais très nettement, Rosamond Darnley dit « Vous êtes vraiment d'une habileté démoniaque. » Poirot accusa le compliment d'un sourire et reprit, élevant un peu la voix. « Je suis moins habile et bien moins démoniaque que l'homme qui a tué Arlena Marchal. Tâchez de vous souvenir. Nous nous sommes tous demandé qui Arlena Marchal allait retrouver ce matin-là. Et tous, nous avons sauté sur la même réponse. Patrick Redfern. Elle ne se rendait pas à la rencontre d'un maître chanteur. Son visage, au départ, le proclamait. C'est vers un amoureux qu'elle croyait aller. De cela, j'étais absolument sûre quand je la vis s'éloigner. Arlena Marchal allait retrouver Patrick Redfern. Or, 2 minutes plus tard, Patrick Redfern lui-même faisait son apparition sur la plage, et il était visiblement à la recherche d'Arlena. Alors, Patrick Redfern dit d'une voix qui trahissait une certaine inquiétude. « Une fripouille quelconque s'est servie de mon nom ?» Poirot poursuivait. « Il était évident que vous étiez surpris et déçu de ne pas la voir. C'était même un peu trop évident. Car je soutiens, monsieur Redfern, c'est mon hypothèse personnelle, qu'elle est allée à la crique au lutin pour vous rencontrer, qu'elle vous a effectivement rencontré, et que vous l'avez tuée là-bas comme vous aviez pris vos dispositions pour le faire.
Patrick Redfern demeura quelques secondes interdit. Puis, de sa voix gouailleuse d'Irlandais, il dit « Est-ce que vous êtes complètement fou ? J'ai été avec vous sur la plage tout le temps, jusqu'au moment où je suis parti en bateau avec Miss Brewster pour la trouver morte. » Poirot répliqua immédiatement. « Vous l'avez tuée après que Miss Brewster eut repris le bateau pour aller prévenir la police. Arlena Marshall n'était pas morte quand vous êtes arrivé à la crique. Cachée dans la grotte, elle attendait que vous fussiez seul sur la plage. »« Mais le corps, Miss Brewster l'a vu comme moi. »« Elle a vu un corps, elle n'a pas vu un cadavre. Elle a vu le corps bien vivant de votre complice, ses bras et ses jambes hâlés et brunis. Elle n'a pas vu son visage caché sous un immense chapeau. Ce complice, c'était Christine, votre femme. » Ça n'est pas sûr, au fait. En tout cas, votre associée, qui vous a aidé à commettre ce crime, comme elle vous avait aidé à en commettre un autre, le jour où elle découvrit le corps d'Alice Corrigan, 20 minutes au moins avant qu'elle ne fût morte, assassinée par son mari, Edward Corrigan. C'est-à-dire par vous. La voix de Christine s'éleva, froide et nette. « Laissez-le dire, Patrick. Ne t'emporte pas. » Poirot continua. « Il vous intéressera peut-être de savoir que votre femme et vous avez été reconnus par la police du Surrey sur une photographie de groupe prise sur la plage. On vous a identifié du premier coup d'œil comme étant Edward Corrigan et Christine Deverill, la jeune femme qui découvrit le corps d'Alice Corrigan. » Patrick s'était levé, son beau visage déformé par la rage, congestionné, hagard. Il apparaissait enfin pour ce qu'il était, un assassin. Sa bouche crachait des injures à l'adresse de Poirot, et puis, soudain, il bondit en avant, les mains ouvertes. Ses doigts se refermèrent sur la gorge d'Hercule Poirot. Chapitre 13. 1. Poirot parlait. « Un matin, vous vous en souvenez sans doute, nous nous trouvions comme d'habitude assis sur la plage, et je comparais les corps brunis qui autour de nous se doraient au soleil à des pièces de viande exposées sur l'étal d'un boucher. C'est ce jour-là que je remarquai pour la première fois combien il y a peu de différence entre un corps et un autre. Il y en a, bien sûr, si on regarde de près et avec attention, mais non si l'on se contente d'un coup d'œil superficiel. Rien ne ressemble plus à une jeune femme gentiment faite qu'une autre jeune femme gentiment faite. 2 jambes peintes d'épices, 2 bras assortis, un maillot de bain pour relier l'ensemble, et voilà un corps bon pour la plage, anonyme comme tous les autres. Quand une femme marche, quand elle parle, quand elle rit, quand elle tourne la tête, quand elle fait un geste de la main, alors oui, elle est individualisée. Alors oui, elle a une personnalité. Mais au moment où elle sacrifie à la religion du bain de soleil, elle n'en a plus. C'est ce jour-là encore qu'avec le révérend Lane, nous discutâmes du mal et du péché. Monsieur Lane est un homme d'une sensibilité extraordinaire. La présence du mal le fait littéralement souffrir, et il la décèle avec une étonnante acuité. Mais, remarquable appareil enregistreur, Monsieur Lane ne localise pas toujours le mal exactement où il se trouve. Pour lui, le mal, sur cette plage, s'incarnait en la personne d'Arlena Marshall. Et je dois ajouter que presque tout le monde était d'accord avec lui là-dessus. Que l'esprit du mal, pour parler comme le révérend, rôdât autour de nous, j'en étais convaincu. Mais qu'il fût représenté par Arlena Marshall, j'en doutais. Et voici pourquoi. Arlena, j'ai vu en elle, dès le début et jusqu'à la fin, une victime. Marquée et prédestinée, parce qu'elle était jolie, parce qu'elle avait du charme, parce que les hommes se retournaient sur elle. On avait tendance à la considérer comme le type de femme qui porte malheur à ceux qu'elles approchent. Pour moi, elle était tout autre. Ce n'était pas elle qui attirait les hommes, c'étaient les hommes qui l'attiraient. Elle était de ces femmes dont on s'éprend facilement et dont on se lasse encore plus facilement. Et tout ce qu'on me dit à son propos, tout ce que j'ai découvert la concernant, devait me confirmer dans l'opinion que je me faisais d'elle. On me raconta d'abord comment l'homme dont elle avait des raisons de croire qu'il avait divorcé pour elle refusa de l'épouser.
C'est alors qu'intervint un homme chevaleresque, incurablement chevaleresque, le capitaine Marshall, qui lui demanda de devenir sa femme. Pour un homme de sa trempe, au caractère fier et réservé, un procès où l'on dissèque votre vie privée est évidemment la pire des tortures. D'où l'amour, tout empreint de charité, qu'il porta à sa première femme, injustement poursuivie pour un crime qu'elle n'avait pas commis. Son mariage lui prouva qu'il ne s'était pas trompé, qu'il avait jugé à sa juste valeur celle qu'il avait épousée. Après sa mort, une autre femme, qui devait ressembler à la défunte, les cheveux roux de Linda sont probablement un héritage maternel, se trouve être involontairement héroïne d'un scandale immérité. Marshall reprend son numéro de sauvetage. Mais, cette fois, il sera mal payé de son amour. Arléna n'est pas intelligente. C'est une tête folle qui ne mérite guère qu'on l'aime et qu'on la protège. Je crois que Marshall s'en est aperçu assez tôt et qu'il en conçut un chagrin qui survécut à son amour. Elle était pour lui comme une enfant qui ne saurait, dans le livre de la vie, aller au-delà d'une certaine page bien déterminée. Arléna aimait l'amour, et je reconnaissais en elle une proie désignée pour un certain type d'homme dépourvu de scrupules. Un type dont Patrick Redfern, avec sa prestance, son assurance, son charme, était un exemplaire à peu près parfait. C'était bien là un de ces aventuriers qui, d'une façon ou d'une autre, tirent des femmes leur subsistance. J'étais bien sûr qu'Arléna serait la victime de Patrick, et non Patrick la victime d'Arléna. Si quelqu'un, sur cette plage, était habité de l'esprit du mal, c'était Patrick Redfern, et non Arléna Marshall. Arléna venait d'entrer en possession d'une fortune importante, à elle laissée par un vieil admirateur qui n'avait pas eu le temps de se lasser d'elle. Elle était de ces femmes qui se font nécessairement gruger par un homme ou par un autre. Miss Brewster me parla, certains jours, d'un jeune homme ruiné par Arléna. Après le crime, nous trouvâmes dans la chambre de madame Marshall une lettre de lui. Il y exprimait le souhait, ça coûte si peu, de la couvrir de joyaux, mais, dans la pratique, il lui accusait réception d'un chèque qu'elle lui avait envoyé et qui allait lui épargner des poursuites judiciaires, cas typique d'un jeune prodigue qui lui avait soutiré de l'argent. J'imagine que Patrick Redfern trouva moyen de se faire donner par elle, de temps à autre, des sommes importantes, sous prétexte de placement. Il devait l'éblouir avec des histoires d'occasions mirifiques qui lui permettraient de décupler sa fortune à elle et de faire la sienne à lui. Les femmes seules sont souvent victimes de ce genre d'aigrefins qui généralement s'évanouissent un jour avec le magot. Quand il y a un mari, un frère, un père à proximité, les choses peuvent prendre pour l'escroc une vilaine tournure, et Patrick Redfern n'ignorait pas qu'il y aurait un passage difficile à franchir le jour où le capitaine Marshall s'apercevrait de ce qu'il était advenu de la fortune de sa femme. Cette perspective, cependant, ne le tracassait pas autrement, car il envisageait froidement la suppression d'Arléna. Il aurait lieu quand cela deviendrait nécessaire. Il était encouragé dans cette résolution par le souvenir d'un premier crime dont il s'était magnifiquement tiré, l'assassinat d'une jeune femme qu'il avait épousée sous le nom de Corrigan, et qu'il avait su persuader de contracter à son profit une assurance sur la vie, qui lui avait rapporté une somme coquette. Il était aidé et poussé par celle qui passait ici pour sa femme, Christine, à laquelle il était très sincèrement attaché, aussi différente de sa future victime qu'il est possible de l'imaginer, froide, calme, calculatrice. Adorant celui dont elle avait épousé le destin, elle était, le point est important, une comédienne d'un indéniable talent. Dès son arrivée parmi nous, Christine Redfern commença à jouer un rôle, celui de la pauvre petite épouse délaissée. Elle le composa par touches successives et fort adroitement. Elle ne supportait pas le soleil, ce qui expliquait la blancheur de sa peau. Elle était sujette au vertige. Rappelez-vous, entre autres, l'histoire de la cathédrale de Milan. Elle était frêle et délicate, et elle ne le laissait pas ignorer. Nous parlions d'elle comme d'une femme petite. En réalité, si elle avait les extrémités menues, elle était aussi grande qu'Arléna.
Elle prétendait avoir été professeure dans un collège, ce qui lui permettait de poser à l'intellectuel qui fait fi des exercices physiques. En fait, elle avait bien été dans un établissement d'enseignement, mais comme répétitrice, chargée des cours de gymnastique. Très entraînée, elle courait comme un athlète et grimpait comme un chat. L'assassinat proprement dit fut admirablement combiné et chronométré. Comme je l'ai dit déjà, ce ne fut pas du travail d'amateur, et c'est avec une sorte de génie qu'avait été établi l'horaire du crime. L'affaire fut amorcée par quelques scènes préliminaires. Il y en eut une jouée à mon intention sur la falaise, un soir que les deux complices me savaient à portée de leur voix. C'était très classique, la discussion qui met aux prises une femme jalouse et son volage époux. Un peu plus tard, Christine reprit le rôle, pour mon bénéfice encore, dans une scène où je lui donnais la réplique. Ces dialogues, il me semblait les connaître déjà, les avoir lus quelque part. Ils n'avaient pas l'air vrais. Et c'était bien ça. Ils n'étaient pas vrais. Vint le jour du crime. Il faisait beau, condition indispensable. Très tôt le matin, Redfern se glisse hors de l'hôtel. Il sort par la porte ouvrant sur le balcon et ne remet pas le verrou intérieur. Ainsi, si l'on s'aperçoit que la porte est ouverte, on pensera simplement que quelqu'un est allé prendre un bain sur les rochers. Sous le peignoir, dans lequel il s'enveloppe, il dissimule un immense chapeau de carton vert, réplique exacte de celui d'Arléna. Il traverse l'île, dégringole en bas de l'échelle qui conduit à la crique au lutin, cache le chapeau quelque part dans les rochers et rentre à l'hôtel. Fin de l'acte premier. La veille, il avait pris rendez-vous avec Arléna. Madame Marchal, ayant un peu peur de son mari, il entourait leur rencontre de certaines précautions, et elle ne s'était donc pas étonnée de la proposition qu'il lui avait faite de la retrouver assez tôt à la crique au lutin. Personne ne va là-bas dans la matinée. Elle arriverait la première, il la rejoindrait dès qu'il aurait la possibilité de s'échapper. Si quelqu'un semblait vouloir venir à la crique ou si quelques bateaux passaient en vue de la plage, elle se cacherait dans la grotte, dont il lui avait indiqué l'entrée, et elle attendrait là que la côte fût redevenue franche. Ici finit l'acte deuxième. Entre-temps, Christine s'introduisait dans la chambre de Linda, à l'heure où elle estimait que la jeune fille devait être allée prendre son bain matinal. Sa visite n'avait qu'un objet, avancer la montre de Linda de 20 minutes. Certes, il y avait un risque. Linda pouvait s'apercevoir que sa montre n'était pas à l'heure, mais la chose était sans grande importance. Le véritable alibi de Christine, c'était ses mains, trop petites pour qu'elle pût matériellement commettre le crime, ce qui n'empêchait point un alibi supplémentaire d'être désirable. Tandis qu'elle était dans la chambre de Linda, Christine remarqua, ouvert à une certaine page, un traité de sorcellerie. Elle lut et, lorsque Linda rentra et laissa tomber par terre un paquet de bougies, elle comprit immédiatement ce qui se passait dans l'esprit de la jeune fille. Cette découverte lui ouvrait des horizons nouveaux. À l'origine, c'est sur le capitaine Marchal que les deux complices voulaient diriger les soupçons, d'où la disparition d'une pipe dont on devait retrouver une partie au pied de l'échelle de la crique au lutin. Christine, après avoir sans difficulté décidé Linda à l'accompagner à la Roche-aux-Mouettes, regagne sa chambre, extrait d'une malle fermée à clé un flacon de teinture brunissante, se maquille bras et jambes avec cette teinture, puis se débarrasse du flacon en le jetant par la fenêtre. Miss Brewster faillit le recevoir sur la tête. L'acte troisième est fini et tout va bien. Notons encore que Christine a passé un maillot de bain blanc et que, pour cacher ses membres tout nouvellement brunis, elle a revêtu un pyjama de plage, pantalon très ample et veste à larges manches. À 10h15, Arléna s'en va vers son rendez-vous. 2 minutes plus tard, apparition sur la plage de Patrick Redfern. Petite comédie expressive qui donne à comprendre qu'il est surpris, ennuyé, etc. Cependant, Christine joue son rôle. Tenant cachée sa propre montre, à 11h25, elle demande l'heure à Linda qui, consultant sa montre, répond « midi moins le quart ». Là-dessus, la jeune fille descend vers la mer, tandis que Christine plie bagage. Dès que Linda a le dos tourné, Christine ramasse sa montre. Linda l'a évidemment retirée avant d'aller se mettre à l'eau. Et la remet à l'heure, la réglant sur la sienne.
Puis, très vite, elle monte le sentier qui va vers la falaise, court à travers les terres jusqu'au sommet de l'échelle, se débarrasse de son pyjama, qu'elle cache derrière les rochers avec ses affaires de dessin, puis descend l'échelle. Elle se souvient qu'elle est bonne gymnaste et elle ne perd pas de temps. Arléna est en bas, sur la plage. Elle s'étonne de ne pas voir arriver Patrick. Et puis elle entend qu'il y a quelqu'un sur l'échelle. Elle se retourne, et on peut imaginer sa contrariété. Voici venir la femme de son amoureux. Elle court se cacher dans la grotte. Christine retire de l'endroit où Patrick l'a dissimulé le grand chapeau dont elle va se coiffer. Puis elle va s'allonger sur les galets dans une position soigneusement étudiée. Le chapeau, auquel on a adapté des boucles postiches rousses, lui couvre la tête et la nuque. Les temps ont été admirablement calculés. Elle n'est pas là depuis 2 minutes qu'apparaît devant la plage le canot portant Patrick et Miss Brewster. Ici, rappelez-vous, c'est Patrick qui s'agenouille pour examiner le corps. C'est Patrick qui, stupéfait, bouleversé, anéanti, annonce que celle qu'il adore est morte. Il a bien choisi son témoin. Miss Brewster est assez sujette au vertige. Elle ne s'en ira pas par l'échelle, mais par la mer. C'est Patrick, bien entendu, qui restera auprès du corps, le meurtrier pouvant fort bien rôder encore dans le voisinage. Miss Brewster reprend donc la mer pour aller prévenir la police. Dès que le canot est hors de vue, Christine se relève, découpe le chapeau en morceaux avec les ciseaux que Redfern a apportés, les fourre dans son maillot et prend en hâte le chemin du retour. En haut de l'échelle, elle remet son pyjama et court vers l'hôtel. Un bain rapide pour laver la teinture brune dont elle s'est badigeonné les membres et elle s'habille pour le tennis. Avant de partir, elle passe dans la chambre de Linda et, dans le foyer de la cheminée, brûle les morceaux de carton vert provenant du chapeau et les boucles qui y sont attachées, avec aussi une feuille de calendrier dont elle veille à ce qu'elle ne soit pas entièrement consumée. Linda, comme Christine le supposait, s'est livrée à quelques pratiques de magie. Un bloc de cire fondue et une épingle en témoignent, et elle a brûlé un calendrier. Il faut que les morceaux de carton soient associés au calendrier, et non au chapeau. Après quoi, elle va au cours de tennis. Elle arrive la dernière, mais rien dans son apparence ne laisse supposer qu'elle a couru. Rien dans son attitude ne paraîtra suspect. Pendant ce temps, Patrick est allé à la grotte. Arléna n'a rien vu. Elle a entendu quelques voix, mais, prudente, elle est restée cachée. Patrick l'appelle. Elle sort. Les mains lui enserrent le cou. La pauvre Arléna est morte. Qui fut stupide et jolie. Hercule Poirot se tut. Il y eut un long silence. Puis Rosamond Darnley dit « Vous nous avez vraiment fait vivre le drame, monsieur Poirot, et j'en frissonne encore. Seulement, cela c'est l'histoire vue de l'autre côté. Vous ne nous avez pas dit comment vous êtes arrivé à la vérité. » Poirot ne se fit pas prier. « Je vous ai dit l'autre jour, reprit-il, que je n'avais pas l'esprit compliqué. Dès le début, j'eus l'impression que l'assassin était celui qui paraissait le plus susceptible, sur les simples apparences, d'avoir commis le crime. Et celui-là, à mes yeux, c'était évidemment Patrick Redfern. Pour un crime de ce genre, il était l'assassin type. Il m'apparaissait non pas seulement comme un de ces hommes qui exploitent les femmes telles qu'Arléna Marshall, mais aussi comme un de ces escrocs qui deviennent volontiers des assassins, ceux qui s'emparent des économies d'une femme et lui coupent la gorge par-dessus le marché. D'autre part, qui Arléna allait-elle retrouver ce matin-là ? Il n'était que de voir son visage, son sourire, la façon dont elle marchait. Il n'était que d'entendre le son joyeux de sa voix pour répondre « Patrick Redfern ». Pour moi, la chose ne faisait aucun doute. Patrick Redfern était l'assassin. Mais tout de suite, je me heurtais à une impossibilité. Je l'ai déjà souligné. Patrick Redfern ne pouvait avoir tué Arléna puisque, jusqu'au moment de la découverte du corps, il avait été sur la plage, près de moi, ou dans le bateau avec Miss Brewster. Je me tournais donc vers d'autres hypothèses. Elles ne manquaient pas. Arléna pouvait avoir été tuée par son mari, de complicité avec Miss Darnley.
Tous deux avaient menti sur un point assez suspect. Elle pouvait aussi avoir été tuée pour avoir surpris le secret des trafiquants de drogue opérant dans l'île. Ou encore, comme je l'ai dit déjà, par un maniaque torturé par une obsession mystique. Ou, enfin, par sa belle-fille. Cette dernière hypothèse me parut longtemps la plus sérieuse. L'attitude de Linda, lorsque Weston l'interrogea pour la première fois, m'avait donné à penser. Plus tard, une courte conversation que j'eus avec elle me persuada qu'elle se considérait comme coupable. « Voulez-vous dire par là, déclara Rosamond Darnley d'une voix incrédule, qu'elle croyait avoir tué Arlena ? Sans aucun doute. N'oubliez pas qu'elle est encore presque une enfant. Elle croyait à la réalité des fables qu'elle avait lues dans son traité de sorcellerie. Elle haïssait Arlena. C'est dans une intention bien définie qu'elle avait modelé la petite figure de cire, qu'elle avait prononcé les paroles magiques et percé le cœur de l'effigie avant de la faire fondre. Le même jour, Arlena était morte. La sorcellerie a tourné la tête de gens plus âgés et plus sages que Linda. Oui, j'en suis certain. Elle était convaincue qu'elle avait tué sa belle-mère par ses pratiques magiques. « Pauvre gosse, fit Rosamond Darnley, moi qui croyais, qui me figurais tout autre chose. Je pensais qu'elle savait. » Elle s'interrompit. « Je sais, dit Poirot, ce que vous pensiez. En fait, votre attitude a ajouté aux angoisses de Linda. Elle croyait avoir tué sa belle-mère, et elle était persuadée que vous la saviez coupable. » Christine Redfern, en outre, s'appliquait à l'affoler. C'est elle qui lui suggéra l'idée qu'avec des somnifères, elle expirait son crime rapidement et sans souffrance. Le capitaine Marshall ayant un alibi, il fallait trouver un coupable. Peut-être Redfern et Christine l'auraient-ils cherché ailleurs s'ils avaient été au courant des manigances des trafiquants de drogue, mais ils les ignoraient, et c'est sur Linda que leur choix se fixa. Quelle infamie! Oui, Christine était un monstre, cruel et implacable, capable de tout. Après un court silence, il reprit. Pour moi, j'étais donc très embarrassée. Linda s'en était-elle tenue à son ridicule essai d'envoûtement, ou la haine l'avait-elle poussée plus loin, jusqu'à un véritable assassinat? La question se posait. J'essayai de confesser Linda. Ce fut un échec, et, à ce moment-là, je ne savais plus que faire. Weston penchait pour l'hypothèse qui faisait intervenir dans le crime des trafiquants de drogue. Avant d'y souscrire moi-même, je tins à revoir encore une fois toutes les données du problème. Voyez-vous, j'avais toutes les pièces de mon puzzle, de petits faits, isolés mais sûrs, qu'il me fallait assembler en un tableau complet et harmonieux. Il y avait les ciseaux trouvés sur la plage, la bouteille jetée par la fenêtre, un bain que personne ne reconnaissait avoir pris, toute chose innocente en elle-même, mais suspecte pourtant. Ce bain, personne ne voulait l'avoir pris. Cette bouteille, personne ne voulait l'avoir jetée. C'est donc que ces petits faits avaient une signification. Les théories impliquant la culpabilité du capitaine, de Linda ou des trafiquants de drogue ne les expliquaient pas. Il fallait pourtant les expliquer. Ils ne pouvaient pas, ces petits faits, ne rien vouloir dire. Je repris donc mon hypothèse primitive, celle de la culpabilité de Patrick Redfern. Existait-il quelque chose qui permît de considérer cette hypothèse comme plausible ? Oui. Le fait que le compte en banque d'Arlena avait littéralement fondu. Cet argent, où était-il passé ? Dans la poche de Patrick, c'était sûr. Elle était de ces femmes à qui un beau jeune homme peut toujours soutirer de l'argent, si elle n'était pas de celles qu'on peut faire chanter. Elle était trop exubérante pour avoir des secrets, et je n'avais jamais cru sérieusement à la possibilité d'un chantage. Pourtant, il y avait cette conversation qui avait été surprise. Par qui, au fait ? Par la femme de Patrick. Cette conversation, c'est elle qui l'avait rapportée, et elle n'existait que par son seul témoignage. L'avait-elle inventée ? Et si oui, pourquoi ? La réponse m'arriva d'un coup, éblouissante, pour expliquer la disparition de l'argent d'Arlena. Ainsi, Patrick et Christine étaient tous deux dans l'affaire.
Christine n'avait ni la force physique suffisante pour étrangler Arléna, ni assez de détermination pour le faire. Donc, c'est Patrick qui avait tué. Or, c'était impossible, puisqu'il pouvait justifier de l'emploi de chaque minute de son temps jusqu'à la découverte du corps. La découverte du corps. Le corps. À quoi diable ce mot me faisait-il songer? À cette conversation que nous avions eue, les corps sur la plage. Tous pareils. À la crique, Patrick Redfern et Emily Brewster avaient vu un corps étendu. Un corps. Mais était-ce nécessairement celui d'Arléna? L'immense chapeau de carton vert cachait la tête. Oui, ce pouvait être quelqu'un d'autre. Pourtant, non, puisqu'il n'y avait qu'un cadavre. Celui d'Arléna. Alors, était-il possible que le corps étendu sur la plage eût été un corps vivant? Est-ce que ce pouvait être Arléna, décidée par Patrick à se prêter à on ne sait quelle mystification? Ce fut ma première idée, mais je la repoussai tout de suite. Trop risqué. Ce corps vivant, à qui pouvait-il appartenir? Quelle femme avait pu consentir à aider Redfern? La question ainsi posée dictait la réponse. Sa femme. Évidemment. Oui, mais c'était une créature à la peau blanche et laiteuse. C'est exact. Seulement, on vend des teintures brunissantes qui s'appliquent en 2 minutes. Ça se vend en flacon, en bouteille. Flacon ou bouteille, je retrouvais une autre pièce de mon puzzle. Oui, et ensuite, naturellement, avant d'aller au tennis, un bain, pour faire disparaître cette teinture indiscrète. Et les ciseaux? Il les fallait pour découper cet immense chapeau de carton, un encombrant accessoire dont il n'y avait pas d'autre moyen de se débarrasser. Seulement, on fut obligé de faire très vite et les ciseaux restèrent sur la plage. Le seul oubli des assassins. Mais pendant tout ce temps, où était Arléna? Ici, j'avais une indication assez nette. Je savais, parce qu'elle usait du même parfum que Rosamond Darnley, où Arléna Marshall avait séjourné dans la grotte au lutin. Comme ce n'était certainement pas Rosamond Darnley, ce ne pouvait être qu'Arléna. C'est là, évidemment, qu'elle s'était cachée pour attendre le départ des gêneurs. Les choses s'éclaircissaient peu à peu. Emily Brewster hors de vue, Patrick Redfern avait pu commettre son crime en toute tranquillité. Arléna avait été tuée après midi moins le quart. Le témoignage du médecin légiste ne concernait que l'heure la plus éloignée à laquelle la mort pouvait remonter. C'est parce qu'on le lui avait dit que Nesdon acceptait qu'Arléna fût morte à midi moins le quart, mais il avait fait à Weston des réserves significatives. 2 points encore restaient à préciser. Le témoignage de Linda Marshall fournissait un alibi à Christine Redfern. Oui, mais la valeur de la déposition dépendait des heures données par la montre de Linda. L'alibi tombait si l'on pouvait prouver que Christine avait eu par 2 fois la possibilité de toucher à la montre de Linda. Je n'eus pas de mal à en acquérir la certitude. Elle s'était trouvée seule le matin dans la chambre de Linda et, qu'elle eût à ce moment-là avancé la montre de la jeune fille, j'en avais une preuve indirecte. Linda, dans sa déposition, nous avait dit, parlant du rendez-vous qu'elle avait avec Christine, « J'avais peur d'être en retard », mais qu'elle s'était aperçue, en jetant un regard sur la pendule du hall, qu'il n'en était rien et qu'il était seulement 10h25. L'autre moment où Christine avait pu trafiquer la montre de Linda était évidemment celui où Linda l'avait quittée pour aller se baigner. L'autre point, c'était la question de l'échelle. Christine nous avait toujours dit qu'elle était sujette au vertige. C'était encore un mensonge soigneusement préparé. Nous verrons ça tout à l'heure. Ma mosaïque était maintenant achevée. Toutes les pièces de mon puzzle avaient trouvé leur place. Mais, par malheur, je n'avais pas l'ombre d'une preuve. Il ne s'agissait que d'un raisonnement. Tout était dans mon cerveau. C'est alors qu'une idée me frappa. Il y avait dans ce crime une sorte d'assurance extraordinaire. L'assassin n'avait pas eu une hésitation, pas eu un moment d'incertitude. Il me sembla qu'il ne se ferait pas faute à l'avenir de recommencer. Ce qui m'amena à m'interroger aussi sur son passé. Il était parfaitement possible que ce ne fût pas là son premier crime.
la méthode employée, l'étranglement, était bien dans le caractère de Patrick Redfern. Par moi catalogué dès l'origine parmi les assassins qui tuent par plaisir autant que par intérêt. J'étais sûr, s'il avait déjà tué, qu'il avait recouru au même procédé, ce qui m'incita à demander à l'inspecteur Colgate une documentation sur les femmes assassinées par strangulation en ces dernières années. Les renseignements qu'il me remit me comblèrent de joie. La mort de Nellie Parsons, trouvée étranglée dans les bois, pouvait être, ou ne pas être, l'œuvre de Patrick Redfern, mais celle d'Alice Corrigan m'apportait ce que j'attendais. C'était, par essence, le même crime. Un meurtrier qui jonglait avec le temps, s'arrangeant pour que son forfait parût être découvert, non pas après le moment où il a été réellement commis, mais avant. Un cadavre trouvé à 4h15, un mari dont l'alibi va jusqu'à 4h25 et au-delà. En réalité, que s'était-il passé ? Il avait été admis que Corrigan, attendant sa femme à l'auberge du Grand Pin, avait fait les 100 pas dans le voisinage. À la vérité, il avait couru à toutes jambes au rendez-vous qu'il avait donné à sa femme, en plein bois. Il avait tué et était revenu à l'auberge. La jeune campeuse qui avait découvert le crime et prévenu la police était une jeune fille très bien, répétitrice dans un collège réputé. Aucune relation apparente entre elle et Edward Corrigan. Il lui avait fallu faire un certain chemin pour aller au commissariat, et c'est seulement à 6h moins le quart que le médecin légiste avait pu examiner le corps. Comme c'est l'usage en pareil cas, il avait sans hésitation admis que la mort eût eu lieu avant l'heure où on lui avait dit avoir trouvé le cadavre. Il me restait à faire une dernière expérience, celle qui me prouverait définitivement que Madame Redfern mentait. J'organisais notre petite excursion à Dartmoor. Les gens à qui la tête tourne lorsqu'ils sont sur une hauteur se sentent encore bien moins à leur aise quand il s'agit de franchir une passerelle sous laquelle on aperçoit de l'eau courante. Miss Brewster, qui est vraiment sujette au vertige, chancela au milieu de la traversée. Christine Redfern, qui ne se méfiait pas, passa sans hésitation. Petit détail, mais expérience probante et décisive. Il était sûr qu'elle avait menti une fois. Tous les autres mensonges présumés étaient des mensonges probables. Entre-temps, Colgate soumettait à ses collègues du Surrey la photographie que vous savez. Nous avions toutes les certitudes souhaitables. Je jouais ma partie de la seule façon qui, je crois, pouvait enlever la victoire. Après avoir donné à Redfern le sentiment d'une absolue sécurité, je me suis brusquement déchaîné contre lui, faisant de mon mieux pour lui faire perdre son sang-froid. Il a réagi comme je l'espérais, quand il a appris que nous l'avions reconnu comme étant Corrigan. Il promena sur son cou, encore douloureux, une main soignée et dit avec gravité : « Ce que j'ai fait était très dangereux, mais je ne le regrette pas, puisque j'ai triomphé. Je n'ai pas souffert en vain. » Madame Gardner poussa un long soupir. « Vraiment, monsieur Poirot, dit-elle, je vous ai écouté avec ravissement. Cette façon dont vous obtenez vos résultats, ça m'a passionné d'un bout à l'autre, comme aurait pu le faire une conférence à l'Institut criminologique. Mais est-ce que ce n'était pas une conférence ? Et dire que mon peloton de laine rouge et notre conversation sur les bains de soleil ont joué un rôle dans l'affaire. Non, vraiment, ce que je ressens ne peut pas s'exprimer avec des mots, et je suis sûre que M. Gardner pense comme moi, n'est-ce pas, Odell ? Oui, ma chérie, dit M. Gardner. M. Gardner, lui aussi, m'a été utile, dit Poirot. Je voulais l'opinion d'un homme raisonnable sur Madame Marshall. C'est la sienne que j'ai sollicitée. Vraiment, dit Madame Gardner. Et qu'est-ce que tu as dit d'elle, Odell ? Mon Dieu, ma chérie, répondit M. Gardner avec embarras. Tu sais que je n'ai jamais pensé beaucoup de bien d'elle. Les maris disent toujours à leurs femmes des choses de ce genre-là, dit Madame Gardner. Et M. Poirot lui-même se sent plutôt indulgent pour elle, allant jusqu'à nous raconter qu'elle était une victime désignée et prédestinée. Il faut pourtant reconnaître que ce n'était pas du tout une femme distinguée, et j'ajouterais, puisque le capitaine Marshall n'est pas là, je puis bien le dire, qu'elle m'a toujours fait l'effet d'une sotte. Je l'ai souvent dit à M. Gardner, n'est-ce pas, Odell ? Oui, ma chérie,
dit M. Gardner. 2. Linda Marshall était assise près d'Hercule Poirot à la Roche-aux-Mouettes. « Bien sûr, dit-elle, je suis contente de n'être pas morte. Seulement, monsieur Poirot, c'est tout de même comme si je l'avais tué, puisque j'en ai eu l'intention. » Hercule Poirot protesta avec énergie. « Mais non !» s'écria-t-il. « Ce n'est pas du tout pareil. L'intention est une chose, l'action en est une autre. Si vous vous étiez trouvé dans votre chambre en présence non pas d'une petite figurine de cire, mais de votre belle-mère, ligotée et impuissante, si vous aviez eu à la main non pas une épingle, mais un poignard, croyez-vous que vous le lui auriez enfoncé dans le cœur ? Jamais de la vie. Quelque chose vous aurait dit non. Et tout le monde est comme ça. Je suis furieux contre un stupide imbécile. Je dis, j'aimerais lui coller un coup de pied. Mais, comme il n'est pas là, c'est à ma table que je donne le coup de pied. En disant à part moi, cette table représente mon stupide imbécile. Et voilà pour lui. Si je ne me suis pas fait trop mal aux pieds, ça me soulage. Et la table, elle, ne s'en porte pas plus mal. Mais si le stupide imbécile était là, je ne donnerais pas le coup de pied. Fabriquer une petite poupée de cire et lui transpercer le cœur, c'est bête, c'est enfantin. Mais ça peut être utile. Il y avait de la haine en vous. Vous l'avez mise dans la petite poupée et, avec l'épingle, vous avez tué non pas votre belle-mère, mais la haine que vous lui portiez. Après, même avant d'avoir entendu parler de sa mort, vous vous êtes senti purifié. Ce n'est pas vrai ? Vous ne vous êtes pas trouvée plus légère, plus heureuse ? Si, fit-elle, c'est vrai. Comment le savez-vous ? Je le sais, et puisque j'ai vu juste, il ne faut plus retourner toutes ces idées dans votre petite cervelle. Et il faudra aussi vous arranger pour ne pas détester votre prochaine belle-mère. L'enfant ouvrit de grands yeux. Vous croyez que je vais avoir une nouvelle belle-mère ? C'est Rosamonde que vous voulez dire. Eh bien, tant mieux. Elle réfléchit 5 secondes et dit. Au moins, elle est raisonnable. L'adjectif n'était pas celui que Poirot aurait choisi, mais sans doute prenait-il dans la bouche de Linda la valeur d'un éloge exceptionnel. 3. Dites-moi, Rosamonde, demanda Kenneth Marshall, est-ce que vous ne vous étiez pas fourré dans la tête cette idée folle que je pourrais avoir tué Arléna ? Rosamonde Darnley baissa le front et répondit. Je crois que j'ai été assez bête pour ça. Je m'en doutais. Mais aussi, Ken, c'est de votre faute. Vous êtes toujours fermé comme une huître. Je n'ai jamais connu vos véritables sentiments pour Arléna. Je n'ai jamais su si vous l'acceptiez telle qu'elle était, avec le seul souci de vous comporter correctement vis-à-vis d'elle, ou, au contraire, si vous aviez en elle une confiance aveugle. Et je m'étais dit que, dans ce dernier cas, si vous aviez tout d'un coup découvert la façon dont elle se conduisait, vous pouviez être devenu fou de rage. L'écho de certains de vos éclats m'était venu aux oreilles. Vous êtes toujours très flegmatique, mais vous avez des colères terribles. Alors, vous avez pu croire que je l'avais prise à la gorge et que j'avais serré. Enfin, oui, je l'ai cru. Votre alibi, voyez-vous, ne me paraissait pas d'une solidité à toute épreuve. C'est même pour ça que je me suis brusquement décidée à vous donner un coup de main, imaginant une histoire stupide pour pouvoir raconter que je vous avais vu taper à la machine dans votre chambre. Quand vous avez déclaré que, de votre côté, vous m'aviez aperçu, eh bien, j'ai eu la quasi-certitude que vous étiez coupable. D'autant plus qu'il y avait, pour me fortifier dans cette conviction, l'attitude bizarre de Linda. Kenneth soupira. « Vous vous rendez compte, demanda-t-il, que si j'ai prétendu vous avoir aperçu dans la glace, c'est pour donner du poids à votre histoire, parce que je pensais que vous aviez, vous, besoin qu'elle fût confirmée. » Elle le regarda, stupéfaite. « Vous ne vous imaginiez pas que j'avais tué votre femme ?» Il répondit, mal à l'aise. « Vous ne vous souvenez pas, Rosamonde, de ce gosse que vous aviez à moitié tué un jour à propos de votre chien ?
Vous l'aviez pris à la gorge et il a fallu vous l'arracher des mains. C'était il y a des années. Je sais. Et puis, pourquoi aurais-je tué Arléna? Il marmonna des mots indistincts. Prétentieux que vous êtes, dit-elle. Vous supposez peut-être que je l'ai tué par bonté d'âme pour vous épargner la peine de le faire, ou parce que je désirais vous épouser? Il protesta avec indignation. Jamais de la vie. Mais vous vous rappelez ce que vous m'avez dit certains jours à propos de Linda, et du reste. Il m'a semblé, ce jour-là, que mon sort ne vous était pas indifférent. Je n'ai jamais prétendu le contraire. Je le sais, fit-il gravement. Après un silence, il dit. Voyez-vous, Rosamonde, je ne suis pas orateur. Je m'explique mal, mais je voudrais que ceci fût bien clair. Arléna, je l'avais peut-être aimée un peu, au début, mais je ne l'aimais plus. La vie de tous les jours auprès d'elle était une dure épreuve pour les nerfs. En fait, c'était l'enfer. Pas par sa faute, non. C'était une créature sans cervelle. Elle allait d'un homme à un autre. C'était plus fort qu'elle. Et la plupart, finalement, se moquaient d'elle et lui faisaient de la peine. Je considérais que je ne pouvais pas être celui qui lui porterait le dernier coup. Je l'avais épousée, c'était à moi de veiller sur elle de mon mieux. Je crois qu'elle s'en apercevait et qu'elle m'en gardait quelque reconnaissance. Il y avait quelque chose de pathétique dans son cas. Il se tut. « Je vous remercie, » dit la jeune femme de sa voix douce. « Maintenant, j'ai compris. » Il dit à mi-voix, sans la regarder. « Vous êtes très forte, vous, quand il s'agit de comprendre. » Elle sourit, un peu ironique. « À propos, » fit-elle, « est-ce que c'est tout de suite que vous allez me demander en mariage, ou avez-vous décidé de ne le faire que dans 6 mois ?» La pipe de Kenneth lui tomba des lèvres et alla se casser en bas dans les rochers. « Zut !» lâcha-t-il, « ça fait la 2e pipe que je perds ici, et je n'en ai pas apporté une 3e. Comment diable savez-vous que je m'étais donné 6 mois ?»« Parce que c'est le délai convenable. Mais je préférerais que notre décision fût prise tout de suite. D'ici 6 mois, vous pourriez rencontrer une autre créature persécutée et vous précipiter pour jouer encore une fois les Don Quichotte. » Il rit. « Cette fois, Rosamonde, la créature persécutée, ce sera vous. Vous allez lâcher votre satanée maison de couture et nous irons nous installer à la campagne. » Est-ce que vous ne savez pas que je tire chaque année d'assez jolis revenus de cette satanée maison de couture ? Et ignorez-vous que c'est ma maison, que je l'ai créée, faite de mes mains et que j'en suis fière ? Vous avez une certaine audace de venir me dire « Ma chère, lâchez-moi tout ça. » J'ai cette audace-là. Parfaitement. Et vous croyez que je tiens assez à vous pour tout lâcher ? Sinon, fit-il avec un sourire, vous ne m'intéressez pas. Elle rit doucement. Mon cher Kenneth, toute ma vie, j'ai eu envie de vivre avec vous à la campagne. Et voilà que mon rêve va se réaliser.